remercie le professeur Pascal Moukonde d'avoir respecté les temps impartis. Alors, j'ai peut-être pas souligné le professeur Moukonde, docteur en droit, un ancien de l'Université de Montréal, actuellement professeur à l'Université pédagogique nationale au Congo, et il intervient aussi comme professeur invité dans plusieurs universités africaines et en Europe. Alors, vous aurez 30 minutes pour pouvoir échanger avec les conférenciers, donc vous posez toutes les questions que vous pouvez poser. Je suis Tony Nonzaki Mwena. Mon inquiétude concernant l'espace OHADA, il y a un côté que je trouve très bien parce que j'ai eu à affronter certaines choses et que je trouve qui facilite beaucoup, entre autres pour la création des entreprises en Afrique, etc. Je trouve ça très bien. Mais mon inquiétude se situe au niveau de l'écart qu'il y a entre le droit moderne et le droit ancestral, c'est-à-dire la population qui est dans les villages et qui sont propriétaires de façon, disons, séculaire, de façon séculaire de leurs terres, de leurs avoirs, et qui ne sont pas du tout informés de ce qui arrive concernant le droit. Et je vois qu'il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, d'échanges qui se font entre, disons, pour surtout l'exploitation des ressources forestières, ressources hydrauliques, les différentes minières, etc. Mais c'est sur les terres ancestrales. Et comment l'espace OHADA concilie, protège cette population-là? Merci pour la parole. Je suis Papi Maurice Mbouiti, je suis auteur, comédien, metteur en scène, international de formation. Maurice Mbouiti, international de formation de l'Université de Kinshasa. Alors je suis très heureux notamment de l'exposé du professeur Moukonde, mais rapidement moi aussi j'ai quelques inquiétudes au sujet de l'OHADA, qui apparemment se présente depuis quelques années comme étant un espace qui va peut-être sauver les droits en Afrique. Mais il y a quand même quelques inquiétudes, notamment sur le plan de la République démocratique du Congo. Nous avons une question de l'intégration économique. Et tous les pays qui font partie de l'espace OHADA sont les pays des espaces francs. Notamment, on voit la ligne partant de la Gambie jusqu'au niveau du Togo. La RDC, l'espace et le Congo-Brazzaville sont le seul pays qui se retrouve dans cet espace. La question des barrières, notamment des frontières économiques et les questions des frontières monétaires. Comment la RDC va-t-elle s'intégrer avec les autres pays dont on ne partage pas la même monnaie? La deuxième question pour moi, c'est une question sécuritaire. Le professeur a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas parler d'investissement sans la sécurité judiciaire. La RDC se retrouve aujourd'hui, notamment dans une insécurité que nous connaissons tous, et avec tous ces engagements que nous avons, notamment avec la CAC, la SADC, la COMISA, finalement ces engagements pourront-ils entrer à un moment donné en conflit avec notre présence, notre participation notamment au niveau de l'OHADA? Et ma troisième préoccupation, c'est au niveau, vous avez parlé de gouvernements irresponsables qui sont le produit des passes, notamment des programmes d'ajustement structurel. Est-ce que pensez-vous vraiment que c'est des produits des passes? Parce que c'était des questions d'austérité, et on voit ce qui se passe aujourd'hui en Grèce et dans d'autres pays, et les mêmes recommandations, notamment à réduire les budgets au niveau des essentiels de la fonction publique, de l'administration, de l'éducation. Pensez-vous qu'aujourd'hui cette question a changé? Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour les deux importantes questions posées par le grand frère Nzaki Mwena. Je vois d'abord les dénominateurs communs, c'est qu'il y a des inquiétudes. Mais c'est tout à fait normal. Quand il y a une nouveauté et qu'on ne maîtrise pas cette nouveauté, l'effet que ça produise en première vue, c'est celle des inquiétudes. Écart entre les droits modernes et les droits ancestrales, ce qui est droit à l'échange des exploitations et autres. Je pense que l'élément important que nous devrions retenir, je vais donner en main les traits particuliers, quelques traits particuliers d'abord de l'OHADA, pour répondre à moitié aussi à notre question. Vous devez savoir que l'OHADA a l'objectif de créer un pôle de développement, c'est-à-dire un cadre d'intégration progressif économique, n'est-ce pas, pour arriver à la sécurité
et à la stabilité économique et monétaire, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est faciliter les activités des entreprises commerciales. Troisièmement, c'est garantir la sécurité juridique des activités économiques, n'est-ce pas, dans cet espace. Et quatrièmement, c'est essayer de donner maintenant le mode de règlement de différents contractuels, c'est-à-dire par l'arbitrage. Cela n'exclut pas, je vais en revenir quand je vais parler peut-être aussi des institutions, n'exclut pas le mode judiciaire, n'est-ce pas, le mode extrajudiciaire, donc qui est l'arbitrage, ne fait répondre que les deux mondes par rapport aux deux principes qui régissent, n'est-ce pas, les droits. Vous voyez, il y a le principe d'abord de l'autonomie, de la manifestation de l'autonomie des volontés de parties, n'est-ce pas, ça c'est tous les droits commerciaux, tous les droits privés. Mais il y a aussi le problème, c'est que ces droits-là deviennent supplétifs s'il n'y a pas manifestation de volonté de partie. Mais l'arbitrage, c'est l'apanage qui donne que la volonté maintenant de partie de choisir. Chacune des parties choisit un arbitre et puis ils choisissent un troisième arbitre, n'est-ce pas? Et enfin, vous avez aussi une particularité déterminante, c'est l'adhésion à l'OHADA. L'adhésion à l'OHADA ouvre deux voies, c'est-à-dire elle est ouverte à tous les États membres de l'Union africaine, d'office. Et deuxièmement, elle est ouverte même aux États qui ne sont pas membres de l'Union africaine, mais à cette condition qu'il y ait accord de tous les autres membres, de tous les autres États qui en sont membres, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ceci revient à dire, comme je disais ici tout à l'heure quand je parlais des sociétés, le mérite de l'OHADA, c'est celle de prendre finalement une synthèse avec des innovations, des types de sociétés qui n'existent pas auparavant et dont le droit ne tenait pas compte. J'ai commencé par dire les types de sociétés classiques. Société à nom commandite, société à commandite simple, vous avez les sociétés à responsabilité limitée, vous avez les sociétés anonymes, vous avez aussi des sociétés de participation, et jusqu'à aller prendre en considération ce qu'on appelle des sociétés de fait. C'est-à-dire que c'est cette personne, comme vous avez dit, surtout dans l'arrière-pays, qui accomplissent des activités commerciales et économiques sans pour autant qu'il constitue une entreprise. Mais c'est une entreprise de fait. Donc, quand viendra le moment de pouvoir organiser son activité, on doit les tenir compte comme étant une société. Là où je suis parfaitement d'accord avec vous, et c'est ça un des problèmes actuels, et dont il faut féliciter quand même aussi l'OHADA, c'est qu'elle institue les comités nationaux. À titre d'exemple, c'est comme moi, je suis formateur de formateurs en droit OHADA pour la République démocratique du Congo. Et c'est ce que c'est notre gouvernement qui ne met pas les moyens en disposition. Et je m'excuse d'ouvrir cette parenthèse. Nous sommes, donc le financement doit être en partie de l'Union européenne et en partie de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui est arrivé l'année passée? Tout l'argent de l'Union européenne était là. Mais la République démocratique du Congo n'a pas libéré sa part. Ce qui fait que même tout le programme que je devrais former, parce que les formateurs, nous sommes là pour former qui? Les juges, même jusqu'à la Cour suprême, des magistrats, des avocats, des comptables, des professeurs d'université. Et tous les gens, parce que c'est tous les systèmes juridiques et judiciaires dans son aspect commercial, ce qu'on appelle les droits commerciaux, qui changent automatiquement. C'est que les droits commerciaux qui restera applicable uniquement pour la République démocratique du Congo, pour les chambres de commerce, ça serait pour les petites créances. Vous voyez, donc pour les petites affaires. Mais tout ce qui est des types de sociétés commerciales que je viens d'énumérer, donc relève automatiquement du droit communautaire, du droit de loi. C'est vrai, l'inquiétude est fondée, et c'est vrai, nous sommes préoccupés par ça, mais c'est vrai, nous demandons aussi à ce que ce sont les gens d'affaires qui peuvent nous aider à faire pression. Moi, je ne suis qu'un formateur. C'est quand le ministre de la Justice m'appelle, qui me dit, mais écoute, M. Mukundu, on a déjà disponibilisé les moyens, j'ai déjà mes modules de formation, ils sont là. Mais il y a 2 fois, je dois aller dans d'autres pays, c'est ce que je fais. Mais le problème, c'est que c'est la République démocratique du Congo qui doit quand même prendre en charge cet aspect. Parce qu'il n'y a pas que
C'est là parce que nous avons des juges, nous avons des magistrats, nous avons des avocats, nous avons des enseignants et qui ne savent pas. Parce que la nature aussi particulière du droit communautaire, c'est qu'elle a à la fois, ceux qui connaissent le droit, c'est qu'elle est à la fois un droit national et un droit international. Il est international, c'est parce que ce sont les États. Vous avez vu, c'est un traité qu'il applique. Elle est nationale parce qu'elle s'applique aux particuliers dans le pays concerné. Alors, il faut quand même une formation appropriée. Voilà. Oui, monsieur le président. Oui, moi je suis M. Ntamneng, je suis président de l'Organisation des professionnels congolais du Canada. Moi, ma question, c'est par rapport à... Il y a deux symboles de la souveraineté des États qui sont affectés par l'OADA, qui est la monnaie, puis il y a le droit, le pouvoir d'un État de définir ses lois. Là, on parle juste du droit commercial, mais il y a aussi le côté, je crois que vous avez effleuré un peu le côté monétaire. Je crois qu'une des particularités de la République démocratique du Congo, vous avez dit autrefois, c'était cette capacité dans une partie de l'Afrique où la majorité des pays étaient quand même dans la zone franc, cette particularité de pouvoir battre sa propre monnaie, en fait d'avoir un contrôle sur sa monnaie. Et cette particularité va rester, ou bien c'est quelque chose qui va au fur et à mesure disparaître, qui va faire qu'on s'entend, c'est clair, c'est pas le Congo qui va absorber les pays de l'espace franc CFA, mais c'est plutôt le Congo qui pourrait être absorbé à l'intérieur. Et ça, quand on se le dise, là, on ne le dira jamais, mais la réalité, elle est là, c'est qu'il y aura une perte de souveraineté qui va se faire, et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, c'est un discours qui est de plus en plus, dont on parle de plus en plus autour de l'euro, c'est que les pays ont perdu un certain pouvoir. Et la deuxième chose, c'est le droit judiciaire. En fait, est-ce que les lois, en fait, suite à l'OADA, est-ce que c'est les lois qui vont être appliquées vont automatiquement supplanter toutes les lois au niveau national? Ça, c'est quand même des préoccupations et je ne sais pas comment les États africains qui sont membres de l'OADA, comment ça va se structurer, comment ça va s'organiser à terme. Est-ce qu'il y a une vision par rapport à ça, il y a une idée vers où on va partir, quels en sera les différents jalons dans le cheminement vers tout ça. C'est ça ma préoccupation. Félix Zoni. J'enseigne la finance et la comptabilité à l'Université du Québec en Outaouais. Alors, l'OADA, comme vous l'avez dit, en fait, on a lancé l'OADA, il y avait au moins deux grands objectifs. D'abord, garantir la sécurité juridique et judiciaire des entreprises et également assurer, promouvoir l'attractivité des investissements. C'est ce deuxième volet que je veux qu'on s'attarde, parce qu'on a bien vu qu'aujourd'hui, la beauté de la chose, c'est que l'OADA, c'est 17 pays, plus de 177 millions d'habitants concentrés dans ces 17 pays-là. Donc, c'est un vaste marché. Je fais un peu le lien avec la conférence d'aujourd'hui. C'est pour dire quelqu'un qui se lance en affaires dans l'environnement OADA, s'il se lance au Congo, qu'il sache qu'il peut, il peut prendre le Cameroun, le Gabon, parce que c'est le même droit, sur le même langage, et puis il n'y aura pas à faire d'autres conventions. Donc ça, c'est la beauté de la chose. Mais je veux savoir aujourd'hui, quand on fait le point 20-22 ans plus tard, au niveau de l'attractivité des investissements, qu'est-ce que ça donne? Parce que parfois on a l'impression que c'est un peu le ventre mou de l'OADA, dans le sens que, après avoir ratifié la loi supranationale, puisque c'est un traité, la loi supranationale qu'est l'OADA, chaque pays, quelque part, a son code des investissements, ce qui n'est pas mauvais, mais qui parfois, il n'y a pas toujours une forme de cohésion, une forme d'harmonisation, comme ça a été le cas pour l'OADA. Donc, au niveau de l'attractivité d'investissement, c'est quoi le bilan 22 ans plus tard? Merci. Je commencerai d'abord par les préoccupations, de rencontrer les deux préoccupations du président Tam. Un principe simple. Il faut savoir la dynamique d'intégration suppose la perte de certaines souverainetés, la perte des attributs des souverainetés. C'est inévitable et inéluctable. Pour la simple raison que la dynamique dans les grands ensembles, c'est cette dynamique voulant une plus grande sécurité humaine, juridique, judiciaire, politique, économique, sociologique, ainsi de suite. Et il y a la contrepartie, c'est la cession de certains attributs de sa souveraineté. Ça, c'est absolu et inévitable.
prenez, vous êtes ici en Amérique du Nord, il y a ce qu'on appelle l'ALENA. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'ALENA, n'est-ce pas? L'Association des libre-échange de l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Regardez les clauses, les analystes qui sont là-dedans. C'est que le Canada doit faire des cessions de compétences. Tout comme le Mexique, tout comme les États-Unis. Mais ça, c'est en réalité, dans le fait. Mais en réalité, c'est là-bas aussi toujours plus fort. Pourquoi? C'est axé sur quoi? La puissance commerciale et économique et monétaire, comme le disait pour revenir. Donc, il faudrait il faut perdre la souveraineté. Je comprends que, je suis d'accord avec vous, que l'une des attributs d'un État, c'est battre sa monnaie. Mais dès lors que vous devrez faire des compromis, c'est ce que nous les faisons, parce que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Quand vous voyez les conférences des gouverneurs au Fonds monétaire international, c'est qui détermine les réserves monétaires? Qui détermine la dévaluation des monnaies? Grande puissance. Hein? Grande puissance. Voilà. Donc, et deuxième préoccupation, quand vous dites sa compétence de dire les droits, là je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que les juridictions nationales, parce que comme vous le savez bien, toute juridiction, tout État a quoi? Des compétences importantes en matière de droit. C'est quoi? L'interprétation du droit et l'application du droit. Mais la compétence de dire le droit, c'est les compétences que nous cédons en contrepartie, qui vont être du ressort maintenant du quoi? Du tribunal commun, la cour commune de justice et d'arbitrage. D'ailleurs, comme le nom l'indique, il y a une partie de justice, donc la procédure judiciaire, que je parlais, et l'autre partie, il y a quoi? L'arbitrage, c'est-à-dire la volonté des deux parties. Donc, il faudrait quand même composer avec, c'est le lot qui vient avec la dynamique de l'intégration. La dynamique de l'intégration. Mais nous sommes ici, par exemple, au niveau à plus bas échelle, nous sommes au Canada. C'est un pays fédéral. Mais vous suivez toujours des conflits qu'il y a entre les provinces et le pouvoir central. Pourquoi? Parce qu'il y a trois types de compétences. Il y a les compétences qui sont exclusives pour les provinces. Il y a des compétences qui sont exclusives pour le fédéral. Mais il y a aussi des compétences qui sont concurrentielles. Or, quand on parle de concurrentiel, pas en termes de concurrence, c'est collaboration. Or, en matière de pouvoir, aucune institution ne cède facilement ses prérogatives. Il tient à les conserver, à les garder. Voilà. J'ai un petit commentaire. Tout à fait d'accord avec vous. Juste 10 secondes. Ma préoccupation, elle est plus profonde en fait dans ça. L'idée derrière, c'est que vous avez parlé de puissance économique. Ma crainte, c'est qu'il y ait d'autres pays qui avancent à cause qu'ils sont plus structurés, avancent mieux et en fait prennent le contrôle de l'OADA au détriment de certains États. Est-ce qu'il y a un processus de contrôle par rapport à ça? Parce qu'ici au Canada, quand le fédéralisme a été mis en place, il y a quelque chose de très très important que les gens minimisent, qui a été mis sur pied au niveau du consensus fédéral, c'était la péréquation. Oui. C'était pour permettre aux différentes provinces d'équilibrer. Voilà, exactement, pour s'assurer qu'il n'y en a pas une qui piétine sur l'autre. Mais ça, comment est-ce que l'OADA va en fait faire en sorte que cette situation ne se crée pas? Comme en Europe aujourd'hui, on le voit, où l'Allemagne et la France ont pris le contrôle de fait de l'Union européenne. Je comprends vos inquiétudes, mais nous ne sommes pas encore là. Je vous ai parlé des étapes, n'est-ce pas? Libre-échange, union douanière, vous avez marché commun, vous avez marché monétaire, et aujourd'hui en Europe, parce qu'il y a quoi? Union politique. Nous ne sommes pas arrivés encore à cette étape-là. Ici, nous sommes encore presque en train d'améliorer, n'est-ce pas, les deux premiers aspects. C'est ça l'avantage de l'OADA. C'est que l'OADA veut gagner les trois premières étapes en une seule opération, c'est-à-dire libre-échange. Parce que vous avez un espace, comme je disais, nous avons un grand espace là, de 17 pays. Vous voyez? Donc,
Vous gagnez quoi? L'union douanière. Donc il n'y a plus de frais de douane. Tiens, un espace. Aujourd'hui, moi, Moukonde, je suis dans cet espace, j'ai mon entreprise, c'est-à-dire que j'ai 17 pays où je peux ouvrir des succursales et je vends mon produit sans payer de frais de douane. Vous voyez ça? Oui. Vous voyez ça? Et puis, c'est quoi? Le marché commun. Le marché commun, c'est-à-dire quoi? Même si je produis dans un pays, c'est que je peux commercialiser dans cet espace de 17 pays. J'ai un seul espace, un seul marché. Oui. Sans vous prendre la parole pour le soir, juste une préoccupation, parce qu'on parlait de ce libre espace, mais il y a des contrats d'ordre politique. Juste avec le Congo-Brazzaville, par exemple, aujourd'hui, il y a le visa qui est revenu. C'est-à-dire pour aller à... Non, ça c'est une autre étape. C'est là où j'ai dit, ce sont d'autres étapes. Là, nous parlons que de la libre circulation de quoi? Oui. Mais des personnes et des biens. Non. On ne parle pas de personnes là. On parle de libre circulation de quoi? Des marchandises et des capitaux. On ne parle pas de personnes. Le président qui voulait apporter. Oui, et puis il y a Papa Rémi aussi qui avait une question. Je voudrais apporter une petite contribution. L'OADA nous apporte une note de procédure. Aujourd'hui, il y a 7 pays. Je vais vous donner un exemple. Dans ma vie ancienne, j'étais membre d'une société qui s'appelle ECOBAN, qui a été installée au départ uniquement au Togo. Cette banque veut avoir une ambition de s'installer dans tous les pays africains. L'OADA a permis de savoir d'avance à quoi son pays en allant dans tous ces 17 pays. Vous avez la procédure, vous avez la garantie, vous avez toute la procédure et la protection légale. À quoi vous avez droit avant de vous installer. Je crois que c'est la seule réalisation à ce niveau. Dépasser ce cadre juridique, aller au cadre politique et le cadre d'échange commercial, c'est tout à fait autre chose. En quittant le MEC aujourd'hui pour aller créer une entreprise dans un pays comme l'Afrique centrale ou bien le Cameroun, le cadre juridique est défini d'avance. Vous arrivez chez le notaire et il vous donne seulement la vie du droit, il faut observer. Et en moins d'un mois, vous vous installez. Ça, c'est le grand pas que nous avons réalisé en Afrique avec la couverture de l'OADA. Et les autres préoccupations viendront après que l'Afrique se décide d'aller au-delà de cette couverture. Mon inquiétude à moi, c'est que l'OADA exclut le poids du économique de l'Afrique. L'Afrique du Sud n'est pas dedans, le Nigeria n'est pas dedans, le Ghana n'est pas dedans. Donc on a des plans sur la planche. Et c'est la question que je vais poser après à leur conférencier. Comment dépasser cette limite culturelle et cette limite traditionnelle des pays anglophones et des pays francophones? Moi, je pense que je vous remercie d'abord de votre intervention, qui est un complément qui nous permet d'avancer. Hein? Je pense que il faut se mettre dans l'histoire. Hein? Les 14 pays, États fondateurs de l'OADA, n'ont été poussés par la France. La France, c'est le Canada, le Québec francophone, qui a dit, bon, écoute, nous trouvons que vous avez intérêt à pouvoir vous organiser, structurer, parce que c'est en étant dans des grands ensembles que vous arrivez quand même à minimiser, n'est-ce pas, les effets pervers, si je m'excuse l'expression, et percutants de la mondialisation. Ils l'ont fait. Et les autres aussi, on a commencé à les attirer. Mais ce que je suis parfaitement d'accord avec vous, et c'est là où je suis très heureux, c'est que la dynamique de nous, intellectuels, la dynamique des praticiens, c'est des logiques, et des politiciens, c'est des logiques tout à fait différentes. Parce que la finalité de leur action n'est pas toujours la même. Elle est plus en plus intéressée et nous sommes plutôt objectifs. Il y a des choses que je ne vous dirai pas, que j'ai dit, pour moi, sincèrement, il y a certaines choses, parce que, vous l'avez dit, l'aspiration, l'effet de l'aspiration.
qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagnerait en devenant membre de l'OADA par rapport à ses partenaires membres de l'OADA? La même question, nous l'avions posée une fois au chef de l'État, je ne sais pas si vous étiez là, parce que je l'ai dit pour la SADC. Qu'est-ce que la SADC apporte à la République démocratique? Si ce n'est que l'inverse. La COMESA, c'est la même chose. Si nous tombons sur les intégrations politiques, nous trouvons que la République démocratique du Congo a tendance à être quoi? Sur le plan politique. La République démocratique du Congo a tendance à être quoi? Progressiste. Tout embrassé. Mais sur le plan des affaires, il est gradualiste. Mais c'est ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est savoir entre les décalages qui existent entre les discours politiques et les engagements politiques et la pratique réelle sur le terrain. C'est ce décalage-là. Et c'est là où nous devrions, vous savez, ailleurs, c'est là où j'ai interpellé les organismes humanitaires. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, les organismes humanitaires s'impliquent davantage. Et comme vous le savez bien, je ne sais pas s'il y en a ceux qui s'impliquent beaucoup dans la politique, vous savez qu'il y a deux façons d'agir en politique. Vous avez les partis politiques. Si vous ne voulez pas faire partie des partis politiques, vous êtes quoi? Dans les organismes des groupes de pression. Et c'est les groupes de pression, des fois, qui font changer la vie des décideurs politiques. C'est ce qui implique qu'il faut quand même une implication citoyenne. Il faut une implication citoyenne qui est importante et qui est très souvent dans le pays, ça ne suit pas. Alors pour terminer avec M. Zomi, oui, je suis d'accord avec vous, mais j'ai regardé, j'essaie de regarder les statistiques, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les investissements directs, n'est-ce pas. Quand nous regardons surtout les 5 dernières années, parce qu'il faut savoir, je suis d'accord avec vous, les 14 pays fondateurs de l'espace n'étaient pas attractifs d'investissement. N'est-ce pas? Il faut savoir quels sont les moyens qu'ils mettent à disposition pour attirer les investisseurs. Mais quand ils sont tombés sur un gros morceau comme la République démocratique du Congo, qui a un bon code d'investissement minier, forestier, et j'en passe, et ce qui fait, on regarde maintenant. Parce que c'est comme le soulignait tout à l'heure, Monsieur le Président, c'est que les gens devraient savoir, il n'y a qu'un seul registre de commerce dans cet espace de 17 pays. J'ai mon registre de commerce, je suis enregistré au Gabon, j'ai 17 pays où je peux ouvrir mes établissements commerciaux, parce qu'il faut qu'on se le dise la vérité. En Afrique, nous n'avons pas beaucoup d'hommes d'affaires, mais nous avons plus de commerçants. Vous voyez? Donc, c'est ça là tout. Maintenant, attirer l'investissement à la contrepartie, c'est quoi la consommation? Et quand nous parlons de la consommation, c'est le pouvoir d'achat. N'est-ce pas? Est-ce que cet espace représente un pouvoir d'achat subséquent? Question mark, comme disent les Anglais. Voilà. Bon, alors, on va s'arrêter là. Peut-être je disais merci, professeur Mboni.